La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur ce webinaire. Je me présente, je suis Fabrice Collat, System Engineer chez Vim sur toute la gamme de produits VDP et sur le secteur public entreprise. Et je suis accompagné de mon collègue Clarence Poutier, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous. Alors, je suis aussi avant-vente, système ingénieur chez Vim, mais uniquement sur un produit Kasten, donc pour toutes les problématiques qui touchent aux environnements Kubernetes, quels qu'ils soient. Donc, on va passer cette heure ensemble sur un sujet qui touche beaucoup d'organisations en ce moment, c'est comment protéger vos données Kubernetes quand la plateforme elle-même est en pleine transformation. Nouvelle architecture de virtualisation, workload d'intelligence artificielle, environnement hybride, tout ça, ça crée de nouveaux défis pour la protection de la donnée. Et c'est exactement ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc, le chat est ouvert. Posez vos questions au fur et à mesure. Nous aurons un temps de questions-réponses en fin de session, donc allez-y. Donc, on va rentrer dans le programme de ce qu'on va dérouler aujourd'hui. Donc, voici comment on a structuré l'heure que l'on va passer ensemble. On va commencer par poser le contexte où on est Kubernetes en entreprise aujourd'hui. Pourquoi la virtualisation moderne change la donne? On ira ensuite sur l'architecture Kube-Vitre et les outils de migration. Et on reviendra après sur Vim Kasten et comment on aborde les sujets IA sur Kubernetes. Et on conclura par la synthèse et différentes ressources que vous fournira lors de ce webinaire. La première chose, c'est le défi des organisations. Avant de parler de technologie, on va se mettre d'accord sur le contexte dans lequel vous évoluez. Parce que les défis qu'on va décrire, vous les vivez probablement en ce moment. Donc, le premier défi, c'est un changement de paradigme profond. Pendant des années, on a pensé en termes d'infrastructures approvisionnées. Aujourd'hui, ça a changé. L'unité de valeur, ce n'est plus l'infrastructure, c'est l'application. Ce n'est plus combien de serveurs j'ai, mais c'est combien d'applications je livre, à quelle vitesse et avec quelle fiabilité. Le deuxième défi, c'est la pression sur la vitesse. Vos utilisateurs internes, vos clients, ils veulent des nouvelles fonctionnalités plus vite, surtout beaucoup plus vite. Donc, c'est le rythme développement et de livraison qui doit être rapide, comme le rythme de vie de beaucoup de monde en ce moment. Donc, le secret de la livraison trimestrielle ne suffit plus. Le cycle de livraison où on livrait une version tous les trimestres, tous les 6 mois, ça ne suffit plus. Maintenant, c'est des livraisons, je dirais pas quotidiennes, mais une fois par semaine, voire tous les 15 jours. C'est souvent ce qu'on rencontre. Le troisième défi est celui qui a marqué beaucoup d'organisations aujourd'hui, c'est l'acquisition de VMware par Broadcom. Des augmentations, des coûts multipliés par 3, par 5, parfois par 10 pour certains clients. Ça oblige à remettre les choses à plat, les choses qui semblaient acquises. Et puis, il y a la montée en compétences. Vos équipes maîtrisent VSphere, les GPO, le stockage traditionnel, mais les nouvelles architectures cloud natives demandent d'autres réflexes et cette transition prend du temps. Tout ça dans un contexte où on veut du cloud hybride sans dépendance à un fournisseur unique, c'est l'équation à résoudre. Kubernetes, où on en est de Kubernetes? Donc Kubernetes a maintenant 10 ans. Et ouais, ça fait déjà 10 ans que Kubernetes est arrivé sur le marché à petits pas. C'était des petites niches au départ, mais ça fait 10 ans que Kubernetes est là. Et en 10 ans, la plateforme a radicalement changé de nature. Au départ, K8S était conçu pour orchestrer des conteneurs sans état, des applications web qu'on peut tuer et relancer sans conséquence. Aujourd'hui, on lui confie des bases de données, des fils de messages, des pipelines, des données critiques, des choses où si ça s'arrête ou si les données sont perdues, l'impact est réel et immédiat pour le business. Ça crée une première tension. Les équipes Platform Engineering gèrent des environnements de plus en plus larges, plus de clusters, plus d'équipes qui consomment la plateforme, plus d'environnements à maintenir, avec des exigences de disponibilité et d'intégrité des données désormais aussi fortes que les systèmes traditionnels.
La deuxième tension vient des workloads de nouvelle génération qui arrivent sur la plateforme. L'IA, ouais, l'IA, on en entend parler tous les jours. On l'utilise certainement pour beaucoup au quotidien. L'IA avec ses pipelines GPU, la virtualisation moderne qui fait migrer les VM dans K8S, le cloud hybride qui étend la plateforme bien au-delà du data center. Résultat, les équipes doivent faire évoluer leurs opérations K8S pour répondre à ces nouvelles exigences. Et dans tout ça, la protection des données, ça doit être pensé dès le départ, pas rajouter une fois que le problème s'est présenté. On doit y penser dès le départ. Donc, dès le day one, on doit penser protection de la donnée. Donc, cette transformation, ça modernise les infrastructures. Cette transformation s'articule autour de 4 vecteurs que je vois chez les clients et que Clarence rencontre aussi chez les clients. D'abord, les plateformes hybrides. Les entreprises veulent une plateforme unique qui gère à la fois de la VM et des conteneurs avec des applications. C'est exactement ce que permet KubeVirt et on va y revenir. Ensuite, le deuxième vecteur, c'est la modernisation du cloud natif. Ça, c'est en plein essor. Mais attention, migrer vers le cloud ne fait pas disparaître la question de la sauvegarde. Elle se déplace et voire même se complexifie. Les troisième pilier, c'est les plateformes Kubernetes entreprises. OpenShift, Rancher et autres deviennent l'infrastructure de référence pour les nouvelles applications. Et l'Edge étend Kubernetes jusqu'au site industriel, au point de présence dans les sites distants. Donc tout ça, ça grossit. Le fil rouge entre tout ça, c'est à chaque étape de cette modernisation, la protection des données doit être pensée dès le départ, comme je l'ai dit précédemment, et pas rajoutée une fois que le problème est présent. Entrons dans le premier grand sujet, la virtualisation moderne. Je vais vous donner le contexte du marché, les enjeux, puis après je passerai un peu plus tard la main à Clarence qui montrera l'architecture KubeVirt et les outils de migration concrets. Un rapide coup d'œil dans le rétroviseur pour comprendre où on en est. Les systèmes physiques d'abord, un serveur, une application, un usage de calcul très faible, c'était peu flexible, c'était provisionné à la main. On est passé à l'étape de la virtualisation qui a tout changé. VMware a permis de consolider, d'isoler, de migrer à chaud. C'est l'ère de l'infrastructure moderne telle qu'on la connaît. Le cloud est arrivé, il a ajouté une couche d'élasticité. On consomme du calcul à la demande sans gérer le matériel. Puis après, les conteneurs ont changé l'échelle. L'unité d'exécution devient le conteneur et l'application. Et Kubernetes va orchestrer tout ça. Et aujourd'hui, KubeVirt ferme la boucle pour le moment. On ne sait pas ce qui se passera. On peut faire tourner des VM dans Kubernetes en les traitant comme des workloads cloud natives. La VM devient un objet Kubernetes et c'est la convergence entre les deux modèles et c'est là qu'on en est aujourd'hui. Donc, c'est un moment charnière de la virtualisation. L'IDC le confirme, 70% des entreprises réévaluent leur stratégie d'infrastructure pour gagner en flexibilité et réduire les dépendances. Ce n'est pas un mouvement marginal du tout. 3 comportements émergent simultanément chez les clients. Ce que l'on voit régulièrement avec Clarence, c'est le premier, on remet à plat la roadmap VMware. Les nouveaux modèles de licence Broadcom ont provoqué des chocs tarifaires que beaucoup n'avaient pas anticipés. Les DSI doivent se repositionner. Le deuxième, on explore des alternatives, hyperviseurs open source, type Proxmox, si c'est PNG, du cloud public ou des plateformes basées sur du KubeVirt. Et troisième, celui qui est le plus exigeant à gérer, c'est ce qu'on veut continuer à innover pendant la migration sans compromettre les SLA applicatifs. Et ce n'est pas une bascule, c'est une transformation progressive.
ces chiffres de Cloud Bolt datent de mai 2024, donc ils sont à la fois un peu anciens, mais pas trop loin non plus, mais ils sont très parlants. 43% des entreprises envisagent de garder certaines briques VMware et d'en remplacer d'autres. C'est l'approche la plus pragmatique. On ne jette pas tout du jour au lendemain. 40% cherchent à rester sur VMware, mais en renégociant les conditions. Mais là, la pression tarifaire reste un sujet. Les clients qui seraient engagés pour 1 an, pour 2 ans, mais ils ont un peu peur de ce qui va se passer au-delà de ces années de rengagement. Et 38% migrent davantage de workload vers le cloud public. 34%, c'est le chiffre, moi, que je retiens, migrent vers un hyperviseur alternatif. Et c'est là que KubeVirt et les plateformes comme OpenShift Virtualisation ou SUSE Harvester entrent en jeu. Ce que ces chiffres disent, c'est qu'il n'y a pas une réponse unique. Chaque organisation construit son propre chemin. Mais dans tous ces scénarios, que vous restiez VMware ou que vous alliez vers le cloud, que vous adoptiez KubeVirt, la question de la protection des données est transversale. Elle ne disparaît pas, elle se déplace en fonction des choix que vous allez faire. KubeVirt, c'est la réponse architecturale à cette convergence entre VM et conteneurs. Le principe est simple. Les VM deviennent des objets Kubernetes comme les autres. Vous les créez avec les commandes kubectl, elles bénéficient des mêmes mécanismes de airbag, de réseau, de stockage persistant que vos applications containerisées. Un seul plan de contrôle pour tout gérer. L'avantage, vous pouvez moderniser votre infrastructure sans toucher au code de vos applications existantes. Les VM Legacy tournent sur la nouvelle plateforme et à leur rythme. Les solutions construites sur KubeVirt, type OpenShift, virtualisation, SUSE Harvester, apportent la maturité nécessaire pour un déploiement en production. Le point essentiel pour la suite de notre session, dès que les VM entrent dans Kubernetes, la protection des données doit être native. Un outil VMware classique ne voit pas les objets Kubernetes. Donc là, je vais laisser la main à mon ami Clarence pour vous montrer pourquoi il faut faire ça dans les slides d'après. Avant de passer la main à Clarence, un petit point de vigilance quand même. KubeVirt n'est pas simplement VMware avec un autre nom, c'est une plateforme différente avec ses propres abstractions, ses propres patterns opérationnels. Les outils, les scripts, les runbooks que vous utilisez aujourd'hui sur vSphere, rien de tout ça ne se transpose directement dans le monde cloud native. Ça veut dire que c'est un petit peu plus compliqué, ça veut dire que c'est différent aussi, et ça demande d'anticiper la question de la protection de la donnée avec les bons outils dès le départ. Clarence, je te laisse la parole sur la partie architecture, et tu me dis quand je dois faire défiler les slides, parce que je suis le maître de la souris aujourd'hui. Ça marche, parfait. Très bien. Donc, effectivement, on parle beaucoup de KubeVirt. En fait, pour simplifier les choses, on va parler un petit peu de virtualisation moderne. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les tenants et quels sont les aboutissants, finalement, autour de ça? On peut passer au slide suivant, s'il te plaît. Donc, déjà, partons du constat que, finalement, avoir une plateforme Kubernetes, c'est quoi? C'est avant tout vous permettre de pouvoir moderniser vos applications. Comme l'a dit Fabrice un petit peu plus tôt, c'est pouvoir délivrer de façon continue des nouveaux features, des nouvelles fonctionnalités d'un point de vue applicatif et d'accélérer in fine le business de vos entreprises et surtout la flexibilité de pouvoir innover également. Donc en fait, on passe dans un monde où on avait une approche plutôt traditionnelle qui était très centrée, très basée sur l'infrastructure avec des stockages, des VM, dedans. Et puis, finalement, l'unité opérationnelle dans ce monde-là, c'est véritablement votre VM. C'est elle que vous protégez, celle que vous déplacez, c'est elle que vous allez instancier à différents endroits.
et puis donc on va bouger tout doucement vers un monde qui est beaucoup plus moderne, qui va être lui non plus centré sur une VM qui va contenir un applicatif, mais directement sur l'applicatif en tant que tel. Et donc c'est là où véritablement l'application devient votre unité opérationnelle, contrairement à la VM. Alors, il y a bien évidemment des parallèles entre les deux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir d'un côté considérer les différents hyperviseurs, vSphere, Hyper-V, etc., mais comme des hyperviseurs de machines virtuelles. Et d'un autre côté, regardez côté OpenShift ou SUSE au niveau des distributions Kubernetes pour dire que ce sont des hyperviseurs non plus que de VM, mais aussi d'applications. Et donc, passer d'une approche traditionnelle à une approche moderne, ça ne se fait pas réellement sans écueil. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, ce qu'on constate concrètement, c'est que eh bien, rendre une application cloud native pour pouvoir l'héberger sur Kubernetes, c'est quelque chose qui est déjà très coûteux. Parce que ça nécessite de refaire du redéveloppement, ça nécessite d'acquérir de nouvelles compétences, bien évidemment. Et donc, tout ça, ça induit aussi un besoin en termes de temps écoulé pour passer d'une approche tradie à une approche un peu plus moderne, qui est assez conséquente. Et donc, finalement, globalement, quand on prend en considération ces deux éléments, eh bien, finalement, ce sont des projets qui échouent dans bon nombre de cas, dans bon nombre de situations. Slide suivant. C'est là où, justement, on a vu cet avènement KubeVirt arriver sur la partie Kubernetes. Alors, outre le fait que, évidemment, comme Fabrice l'a souligné tout à l'heure, il y a des petits problèmes de licensing côté hyperviseur qui avaient besoin d'être adressés, avoir la capacité de faire du dual sourcing aussi également. L'intérêt principal de KubeVirt sur des plateformes Kubernetes, c'est de permettre finalement de commencer cette première étape de transformation, de modernisation des applications, c'est-à-dire avoir la possibilité finalement de sortir d'un monde très siloté, hyperviseur, stockage, etc., vers un monde beaucoup plus flexible, beaucoup plus ouvert sur Kubernetes. Et donc, la grande question qui se pose à ce moment-là, c'est finalement, qu'est-ce que j'ai comme choix de plateforme pour pouvoir faire tourner de la VM autre que mon legacy existant. Slide suivant. Donc, c'est là où, effectivement, les deux principaux éditeurs du marché, que sont Red Hat et SUSE, ont sorti chacun de leurs solutions, se basant sur l'open source KubeVirt, pour faire de la virtualisation de VM sur la plateforme directement, et donc Red Hat OpenShift Virtualisation ou SUSE, alors Harvester c'est l'ancien nom, c'est SUSE Virtualisation maintenant, qui sont aujourd'hui je dirais les plateformes prépondérantes sur le marché Enterprise. Alors, slide suivant. Tout ça, il faut bien comprendre que mettre une VM dans Kubernetes, c'est pas simplement comme déplacer une VM d'un ESX à un autre ESX. D'accord ? C'est-à-dire que la VM va devoir adopter finalement cette dimension Kubernetes et elle va devoir disposer d'un certain nombre d'éléments au sein de Kubernetes qui vont pouvoir justement définir comment la machine virtuelle doit fonctionner dans un environnement Kubernetes. Et ça, c'est un petit peu plus complexe à identifier. Et slide suivant, s'il te plaît. On a un exemple ici d'architecture KubeVirt avec une machine virtuelle. Et vous voyez qu'en fait, une machine virtuelle, il y a tout un tas de dépendances, tout un tas de choses qui vont permettre à cette machine de fonctionner sur cet environnement Kubernetes. Et donc, si on souhaite protéger nos machines virtuelles dans l'environnement Kubernetes, eh bien, il faut aussi comprendre comment les machines virtuelles sont construites sur Kubernetes. Et donc, on doit avoir véritablement une protection autour de ces machines virtuelles qui doit être spécifique à Kubernetes pour pouvoir les protéger et les sauvegarder. Alors, l'autre point important, slide suivant, s'il te plaît, c'est quid de la migration, parce que passer d'un environnement VMware ou autre vers un environnement
OpenShift virtualisation ou SUSE virtualisation, eh bien, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut à la fois comprendre la partie, bien évidemment, hyperviseur legacy classique et la partie Kubernetes. Donc, les deux grands éditeurs, slide suivant, que sont Red Hat OpenShift et SUSE virtualisation, proposent des outils qui vont permettre justement de pouvoir réaliser ce type de migration, donc que ce soit via l'outil MTV, Migration Toolkit for Virtualization, côté Red Hat OpenShift, mais aussi, slide suivant, côté SUSE, avec un contrôleur qui va permettre justement de pouvoir basculer des machines virtuelles d'un environnement legacy, VMware ou OpenStack par exemple, et ensuite de les importer dans une plateforme SUSE virtualisation. Donc, slide suivant. S'il te plaît, je vais te relaisser la main, Fabrice. Merci Clarence pour ces explications claires et précises. Moi, je vais aborder la partie là. Pourquoi Vimkasten est la solution adaptée à la protection des workloads KubeVirt. Et vous allez voir que ce n'est pas qu'une question de fonctionnalité, c'est aussi une question d'architecture. Et pendant ce module, je me ferai assister d'un point de vue technique, parce qu'il maîtrise beaucoup mieux que moi, par Clarence sur une de ces slides. Donc, Kasten offre une protection complète de vos workloads Kubernetes, conteneurs et VM basés sur KubeVirt, autour de 5 dimensions. La première, c'est l'isolation. Les sauvegardes sont stockées dans des espaces séparés du cluster de production. Si votre cluster est touché par un ransomware ou autre, les sauvegardes ne sont pas affectées. Le deuxième, c'est la restauration à un instant précis. Vous pourrez revenir à n'importe quel point de restauration, pas seulement le dernier. C'est essentiel quand on a une corruption qui s'est propagée silencieusement depuis quelques jours. Le troisième point, c'est la mobilité. Migrer une application ou une VM entre clusters, vers un site d'EDR, vers un autre cloud. Kasten gère ça nativement. Vous n'avez pas besoin d'un outil séparé pour la mobilité. La quatrième, c'est la détection précoce des menaces. Via une intégration avec Red Hat Advanced Cluster Security, Microsoft Sentinel ou Datadog, dès qu'une activité anormale est détectée, vous êtes alerté. Et la cinquième, c'est les sauvegardes chiffrées et inaltérables. Ça, c'est mandatory. Plus un projet de backup ne se fait sans que les sauvegardes soient chiffrées et inaltérables. On parle aussi d'immutabilité. Donc, c'est chiffré en AES 256 et stocké en mode immuable sur du S3 Object Lock ou des cibles sur site qui supportent l'immutabilité. Une copie qu'on ne peut pas modifier ni supprimer pendant la période de rétention que l'on a choisie. Ça, c'est mandatory. On ne fait plus un projet de backup sans ce mode d'immutabilité. Un point différent et majeur de Kasten, c'est un écosystème de partenaires très vaste. Donc, c'est une liberté de choix. Du côté stockage, on va s'appuyer sur différents acteurs du marché, NetApp, Pure Storage, Portworx, Longhorn, Safe. Kasten s'intègre avec les CSI drivers Kubernetes standard et avec des API de snapshot des fournisseurs pour des sauvegardes cohérentes et performantes. Vous utilisez votre infrastructure existante si elle supporte un CSI driver, ce n'est pas un problème. Du côté sécurité, Red Hat ACS, Sentinel, Datadog, Splunk, vous intégrez Kasten dans votre écosystème de sécurité existant. Du côté cloud, on est ouvert avec tous les gros providers de cloud du marché, AWS, Azure, GCP, ou n'importe quel type de stockage compatible S3 pour répliquer vos sauvegardes. Vous n'êtes pas enfermé dans une stack propriétaire. Kasten s'adapte à tout ce que vous avez déjà. C'est le même principe que sur les plateformes
historique de Vim, la partie Vim Data Platform ou Freedom of Choice, le client a le choix de s'appuyer sur un écosystème très large. On n'impose pas de choix particulier sur cette partie-là. Avant de passer sur la slide suivante, la main à Clarence, je vais insister sur ce point parce qu'il est souvent méconnu. Il y a un impact opérationnel direct. Dans KubeVirt, les disques de VM sont des volumes Kubernetes persistants. Ces volumes peuvent être en mode système de fichiers, ext4, XFS ou en mode bloc classique. Pour activer la migration HO des VM, l'équivalent du vMotion VMware, les volumes doivent être en mode read-write-many. Et la meilleure performance, c'est le mode bloc. Plus read-write-many sur du stockage. Le problème, la majorité des solutions de sauvegarde du marché ne savent sauvegarder que des volumes en mode système de fichiers. Ça vous oblige à choisir entre migration HO et sauvegarde. Et c'est souvent un compromis un peu inacceptable par certains clients. Kasten, c'est la seule solution qui supporte nativement les volumes en mode bloc et en mode système de fichiers. Vous gardez la migration en HO et vous avez la sauvegarde. Pas de compromis. Je te repasse la main, Clarence. Oui. Sur ce slide un peu. Alors, ce slide est un peu plus technique, hein, c'est pour approfondir un petit peu plus ce que tu viens de dire, déjà Fabrice. Effectivement, il y a deux façons de provisionner des volumes à des environnements dans Kubernetes, soit en mode bloc, soit en mode file system. J'ai eu l'opportunité de voir déjà des VM qui étaient provisionner avec du stockage en mode file system. Alors, la bonne question qui va se poser derrière, c'est donc j'ai un mode bloc, ensuite j'ai un mode file system, la façon dont je vais présenter mon volume finalement, mon enveloppe de machine virtuelle, sur laquelle j'ai encore ma machine virtuelle qui va, au niveau du guest OS, aller formater un file system. Donc, ça fait un empilement de couches et tout ça, ça a des conséquences très importantes. La première des conséquences, effectivement, c'est le fait qu'on se prie finalement de pouvoir faire du vMotion, Lite, pardon, sur des VM dans des environnements Kubernetes si on est en mode file system. Et la deuxième chose, c'est que potentiellement, ça a un impact sur les performances aussi. Alors, bien des concurrents vous diront très certainement qu'en fait, le mode file system pour les volumes, c'est absolument ce qu'il faut utiliser parce qu'ils n'ont pas d'autre choix pour pouvoir vous permettre de faire de la sauvegarde que d'utiliser un mode file system derrière. Avec Kasten, on a pris le choix, nous, de pouvoir développer aussi cette partie block mode et de pouvoir finalement vous permettre de fournir du stockage en mode bloc à vos VM et puis de mettre ensuite le file system au niveau du GateOS que vous voulez sans empiler toutes ces couches, file system, mode bloc, etc. etc. Et donc, à partir de là, ça vous permet de garantir déjà les performances de vos machines virtuelles, mais ça vous permet aussi d'avoir cette flexibilité de pouvoir faire ce vMotion Lite, ce déplacement de VM d'un nœud à un autre au sein du cluster Kubernetes. Donc là, Kasten, effectivement, nous, on va supporter cette partie block mode sur les volumes. Tout ça fait que, en fait, globalement, vous aurez déjà d'une part une architecture globale qui va être un peu plus disponible pour vos VM et puis vous permettre d'être aussi plus rapide, mais surtout d'un point de vue sauvegarde, d'avoir quelque chose qui soit quand même relativement plus propre comparativement à une solution qui ferait que de l'export de volume de fichiers, qui peut nécessiter par ailleurs aussi directement d'avoir des agents dans les VM. Voilà, donc on a beaucoup parlé effectivement de tout ce qui était un petit peu VM et applications dites cloud native au sein de Kubernetes. Donc tout ça, on va les adresser bien évidemment avec Kasten. Mais il y a un autre type de workload qui est très intéressant et qu'on voit arriver de plus en plus sur les plateformes Kubernetes, puisque ça devient véritablement la plateforme de prédilection pour ce type de workload. Et ça va être les workloads IA, Fabrice, où je vais te redonner la main à nouveau. Et oui, et la fameuse IA dont on entend parler, que certains même
Ça augmente les coûts de matériel, vous n'êtes pas censé le savoir. L'IA augmente les coûts des matériels en ce moment, les prix des serveurs augmentent. Merci l'IA. Donc, l'intelligence artificielle sur Kubernetes, c'est un sujet qui monte très vite chez les clients et qui pose des défis spécifiques pour la protection des données. Donc, comment Kasten va pouvoir protéger les données d'IA? L'importance de la croissance de l'IA, on voit chaque semaine, chaque jour, on voit des articles dans la presse un peu spécialisée IT sur telle et telle montée de version de telle IA. Donc, ça change tous les jours. Il y a un nouvel fournisseur de IA qui sort du panier. Donc, je vais parler de 2 chiffres pour cadrer un peu le sujet. C'est 49% des organisations utilisent déjà de l'IA pour le monitoring et l'observabilité en production. Ce n'est plus de la R&D, c'est opérationnel. On entend beaucoup, même nous dans nos produits, on parle de machine learning ou autre. Donc, ça rentre dans la partie IA. Donc, il y a plein d'acteurs du marché qui ont du machine learning. Donc, ça rentre dans ces 49% utilisés. Un tiers des organisations font tourner des workloads machine learning et IA directement sur Kubernetes. Et Kubernetes, c'est le choix naturel pour ça. Il gère le scheduling des GPU, il orchestre les pipelines complexes et son écosystème est immense. La question qui suit immédiatement, c'est si ces workloads tombent, si les données sont corrompues, qu'est-ce qui se passe? C'est là que la protection des données entre en jeu. Le DOCAL, qu'on appelle le Data on Kubernetes Community, publie chaque année un rapport sur l'état des données dans les environnements Kubernetes. En 2024, pour la 3e année consécutive, les bases de données sont le workload le plus fréquent sur K8S. Il n'y a pas un meeting que l'on fait avec Clarence où on ne parle pas de database sur Kubernetes. Donc, les bases de données, c'est le workload le plus fréquent. Ça veut dire, concrètement, les organisations ne se posent plus la question de savoir si Kubernetes est fiable pour les données. Elles font confiance. Elles opèrent les bases de données en production directement dans Kubernetes. Et regardez le graphique, la courbe IA Machine Learning de 2024, elle progresse fortement. C'est plus émergent, c'est là, c'est maintenant, ça tourne, on est confiant sur le sujet. Et qui dit données critiques en production sur K8S dit exigence de sauvegarde sérieuse, c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Une application d'IA moderne, c'est très différent d'une application CRUD classique. Elle consomme des sources de données hétérogènes, des documents, des pages web, des données métiers, qu'elle transforme en embedding vectoriel stocké sur une base de données vectorielle. Elle utilise des frameworks comme LangChain ou GingFace, elle tourne sur Kubernetes pour bénéficier de l'élasticité et du scheduling de GPU. Ce que souligne la CNCF, c'est l'état d'une application IA ne se résume pas à des fichiers et des tables. Il comprend des enjeux de données versionnées, des registres de modèles, des feature stores, des embeddings capturés, tout ça de manière cohérente, c'est un vrai défi. Et souvent, avec Clarence, on fait des meetings avec les clients et les questions qui reviennent, c'est comment on gère la cohérence applicative du backup que l'on fait avec les différents modules qui tournent dans l'application. Voilà pourquoi les outils de sauvegarde traditionnels, ils ne sont pas adaptés aux applications IA Kubernetes. Kubernetes, c'est nous, quand on a créé Kasten, quand Kasten a été créé, ils sont partis d'une feuille blanche. Ils ont développé un produit qui est spécifique à Kubernetes parce que ça ne se sauvegarde pas de la même manière qu'une VM ou un serveur Exchange ou un serveur de fichiers. Et encore plus avec des applications IA sur Kubernetes. Un pipeline de machine learning s'étale souvent sur des dizaines de pods dans plusieurs namespaces. Un outil qui sauvegarde chaque composant séparément ne garantit pas la cohérence entre le moment où j'ai commencé la sauvegarde, la fin où je la
fini, et puis au moment de la restauration, on n'est pas sûr d'avoir cette cohérence. Sauvegarder le TCD du cluster, on a souvent la question, avec Clarence, et le TCD, on dit le TCD, oui, on peut le sauvegarder, mais c'est pas ce qui est le plus critique. Hein. Le TCD, ça vous donne la configuration du cluster, mais pas les données applicatives. C'est comme si vous sauvegardiez le vCenter en quelque chose. C'est inutile si vous voulez restaurer rapidement. Les applications IA ont besoin de cohérence à un instant précis entre les données. Donc, il faut faire des checkpoints réguliers et il faut aussi y prendre les métadonnées qui sont associées. Si tous ces éléments ne sont pas capturés au même moment, la restauration produit un état incohérent. Les applications IA doivent souvent être restaurées sur un cluster différent pour le disaster recovery, pour la migration ou pour les tests. Souvent, on peut prendre une application et on va la passer de test, dev, recette, production. Et avec Kasten, on va pouvoir le prendre, backuper et restaurer sur différents clusters qui sont un cluster de dev, de prod, de recette. Donc, ça requiert un format de sauvegarde portable et natif Kubernetes pour pouvoir le restaurer sur ces différents clusters Kubernetes et qui peuvent être des distributions aussi Kubernetes différentes. Kasten, ça répond à chacun de ces défis. Il sauvegarde les bases de données vectorielles avec leur volume persistant et leur configuration Kubernetes. Il capture les artefacts de modèles, les LLM fine-tunés, les métadonnées en cohérence avec le reste de l'application. Il inclut toute la configuration applicative dans la sauvegarde. Et il permet de restaurer l'ensemble de la pile, données, modèles de configuration, en une seule opération sur n'importe quel cluster cible. Clarence, je te repasse la main pour une petite synthèse sur la partie Vim Kasten. Voilà, très bien. Alors, slide suivant, s'il te plaît, déjà. Donc, tu peux encore appuyer sur le bouton. J'ai du mal, là. Hop. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, concrètement, quand on veut protéger un environnement Kubernetes, déjà, la bonne question à se poser, c'est, comme tu le disais, je ne veux pas protéger Kubernetes, je vais protéger les applications qui sont dedans. Au même titre que je ne veux pas protéger ESX ou mon hyperviseur, je veux protéger les VM qui sont à l'intérieur. Donc, ce qu'il faut comprendre au travers de ça, c'est que finalement, une protection dans Kubernetes qui soit efficace, ce n'est pas juste sauvegarder les données d'une application, c'est sauvegarder également ses manifestes et tout ce qui définit notre application, comment notre application est déployée, comment elle doit fonctionner sur un environnement Kubernetes. Et pour ça, on a besoin de 4 piliers. Le premier, c'est comprendre toutes les dépendances applicatives pour réaliser des sauvegardes qui soient cohérentes, c'est-à-dire on capture à la fois la partie PVC et la partie manifeste de nos applications. Ensuite, c'est bien évidemment, quand on parle de protection et de sauvegarde, c'est assurer une défense anti-ransomware avec de l'intégration au niveau de l'immuabilité, de l'intégration au niveau du chiffrement pour permettre de toujours avoir la possibilité de récupérer une application dans un état qui soit sain. Ensuite, c'est bien évidemment s'adapter à notre environnement. S'adapter à notre environnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut définir des politiques de sauvegarde qui soient granulaires et qui s'adaptent surtout aux différentes applications et aux différents environnements, soit hybrides, multi-cloud, pour pouvoir justement avoir des politiques de sauvegarde qui soient ad hoc vis-à-vis de nos applications. Et puis enfin, le dernier point qu'on a souvent tendance un petit peu à négliger, c'est d'être capable de tester de façon régulière des restaurations d'applications. Parce que le jour où vous en aurez besoin, il faut être capable de le faire, tout simplement. Donc, slide suivant, s'il te plaît. Donc, concrètement, Kasten va répondre à ces quatre piliers. D'accord ? Donc, vous aurez un seul outil de sauvegarde pour protéger tous vos workloads, que ces workloads soient containerisés ou que ces workloads, ce soit des VM fonctionnant sur virtualisation, OpenShift virtualisation. Donc, avec une seule solution, vous êtes capable d'adresser l'intégralité des use cases des plateformes Kubernetes.
Ensuite, le deuxième point, c'est que Kasten fournit par défaut du chiffrement sur les exports des sauvegardes. Si en plus de ça, derrière, on est adossé à du S3, du BBR, Hardened Repository par exemple, eh bien vos sauvegardes sont immuables. Donc personne ne peut les relire et personne ne peut les altérer. Donc, vous garantissez d'avoir toujours un état simple pour restaurer vos applications. Le troisième point, c'est que Kubernetes, en général, on va avoir plusieurs équipes qui vont fonctionner sur ces plateformes-là, plusieurs équipes qui vont travailler dessus. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi, au travers d'un mécanisme airbag Kubernetes, pour le coup, pouvoir permettre de fournir un portail self-service à différentes équipes et de dire tel utilisateur a le droit d'effectuer tel type d'opération au niveau de Kasten, au niveau de la sauvegarde, au niveau de la restauration, et uniquement sur son namespace ou sur tel ou tel namespace, et pas nécessairement sur les namespaces des petits copains à côté pour éviter d'avoir des petits problèmes de friction, de mésentente entre les équipes, par exemple. Et puis le dernier point sur lequel on va répondre à ces piliers, c'est que finalement, grâce à Kasten, on vous assure de pouvoir continuer à moderniser votre infrastructure. On vous assure de pouvoir continuer finalement à opérer vos différents workloads que vous allez migrer, par exemple une VM d'une plateforme avec un hyperviseur X ou Y vers du Kubernetes. Et donc, bien évidemment, ça va être un nouvel outil à prendre en main. Néanmoins, le service fourni par cet outil est déjà un service que vous connaissez, c'est un service de sauvegarde et de restauration. Et ça, vous allez pouvoir le faire aussi dans des contextes de mobilité, dans des contextes de migration entre différents types d'environnements. Et ça pour adresser plutôt des use cases un petit peu d'hybridation de cloud, de faire du multi-cloud éventuellement. Donc en fait, c'est véritablement un outil de data protection qui est pensé pour faire pour opérer, je dirais, à l'échelle enterprise directement. Donc voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Juste petit mot de la fin. Maintenant, sur le slide suivant, on va effectivement vous fournir cette présentation a posteriori, cet enregistrement a posteriori. Vous allez pouvoir retrouver tout un ensemble de ressources utiles à la fin de cette présentation, notamment le rapport GigaOM. Donc, c'est un rapport qui permet de voir le positionnement de Kasten par rapport à différentes autres solutions du marché. Comme vous le disiez, Fabrice, tout à l'heure, Kasten est né dans Kubernetes pour Kubernetes. On est véritablement parti d'une feuille blanche avec ce produit. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir être leader pour la 6e année consécutive sur la partie protection des données en environnement Kubernetes, comparativement à d'autres compétiteurs où c'était plutôt des petits plugins qu'ils ont mis dans des solutions, je dirais, legacy historiquement, et qui manquent un petit peu de profondeur sur la partie DevOps dans ces environnements Kubernetes. Alors, par ailleurs, vous allez pouvoir aussi tester Kasten dès aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que lorsque vous installez Kasten, il vient nativement avec une clé de licence d'évaluation sans limitation de fonctionnalité et qui va vous permettre de pouvoir tester les différents use cases que l'on peut proposer avec Kasten, que ce soit du backup, du restore, du disaster recovery, de la mobilité applicative, sur des workloads de type containerisé ou sur des workloads de type machine virtuelle. Et puis enfin, bien évidemment, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre partenaire, votre revendeur, ou de contacter directement votre commercial Vim. On se fera une joie, bien évidemment, de vous accompagner, de vous expliquer des choses peut-être plus en détail également sur cette technologie. Voilà. On les questions. Remercie. Il y a des questions? Je vais regarder. Je crois qu'on a été très bon, Clarence, parce que je pense que les gens ont tout compris. Ils n'ont pas posé de questions, ou alors ils ne sont pas curieux. Je ne sais pas, il y a très peu, il n'y a pas de questions. Peut-être un peu de timidité. Par timidité. En tout cas, on vous remercie pour cette heure passée ensemble. Pour nous, c'était agréable de
donner toutes ces informations. On vous garde quelques instants encore si vous avez des questions de dernière minute. Et puis, s'il n'y a pas de questions, on vous souhaite un bon appétit et un bon après-midi. Puis, n'hésitez pas à surveiller l'activité de Vim qui bouge beaucoup en ce moment. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée.